France 24 et Public Sénat présentent Merci de nous rejoindre depuis Bruxelles, ici, au Parlement européen. À l'aune d'un été qui s'annonce d'ores et déjà caniculaire, comment l'Europe se prépare-t-elle à faire face aux incendies? La situation est déjà préoccupante dans plusieurs pays européens, et c'est le cas de l'Espagne notamment, qui fait face à une sécheresse catastrophique. Le pays est déjà sur un record de surface brûlée depuis le début de l'année, avec plus de 54 000 hectares, et c'est 3 fois plus que l'an dernier sur la même période. Alors précisément, l'année dernière, à travers toute l'Europe, 830 000 hectares ont été dévastés, soit la deuxième pire année depuis 2006. Les dégâts sont estimés à 2,5 milliards d'euros. L'Union européenne tente depuis des années de mieux se coordonner. Elle a renforcé ses moyens de lutte contre les incendies en doublant par exemple sa flotte qui compte désormais 28 avions et hélicoptères stationnés dans 10 pays. Pour la deuxième année consécutive, des centaines de pompiers ont été prépositionnés, cette fois en Grèce, en France et au Portugal. Mais alors que le changement climatique est une réalité, peut-on mieux prévenir pour ne pas guérir? Eh bien, autant de questions que nous allons poser à nos 3 invités. Irène Tolleray, bonjour, eurodéputée française Renew, vigneronne en région Occitanie dans le Sud, très concernée donc par la sécheresse et les incendies. Et puis face à vous, Malin Björk, eurodéputée suédoise La Gauche. Votre pays, la Suède, n'est plus épargné par les feux de forêt depuis quelques années. Et puis avec nous aussi Borja Migueles, chef d'unité adjoint au sein du Centre de coordination de la réaction d'urgence. Alors c'est précisément cette solidarité européenne qui s'organise. Est-ce que vous vous préparez spécifiquement et comment pour cette année? On se prépare avec 3 activités essentielles. D'un côté, on veut augmenter la capacité de notre flotte d'avions et d'hélicoptères pour lutter contre les incendies. Après, on fait Elle a quasi doublé en 2 ans. Elle a doublé, effectivement. Et ça, c'est une flotte aérienne qui complémente celle des États membres. Et on la mobilise quand les capacités de chaque pays sont insuffisantes pour faire face à un feu de forêt ou une cumulation de feux de forêt. Après, on est en train de développer des activités plus innovantes aussi, comme le prépositionnement des pompiers dans des différents pays, notamment cette année Portugal, France et Grèce. Et ça permet un échange, d'ailleurs, augmenter la capacité de réponse, mais aussi un échange entre pompiers européens pour connaître les différents comportements du feu, la façon de lutter contre le feu, donc augmenter les capacités nationales. Et troisième, on a constitué aussi ici à Bruxelles une cellule d'analyse qui est composée par des experts des États membres, un expert de la France, un expert de l'Espagne, un expert de plusieurs pays, avec des experts scientifiques et aussi notre propre staff qui travaille 24 heures sur 7 pour avoir un œil très très ciblé sur les feux de forêt de juin à septembre. Alors Irène Tolleray, l'Union européenne, elle a d'abord compté sur la coordination et la bonne volonté solidaire des pays, mais finalement on a dû passer aux ressources propres, on l'entend, parce que ça ne fonctionnait pas pour lutter contre le feu. Chacun, à un moment, peut-être parfois, voulait garder ses avions, ses hélicoptères par précaution. On avait aussi le sujet que Canadair ayant été racheté par Bombardier, la décision avait été d'arrêter la production des avions Bombardier d'eau. Et c'est grâce à la commande passée par l'Union européenne que la production avait pu être relancée. Donc on avait un parc d'avions qui permettait d'intervenir qui était limité. Aujourd'hui, avec cette nouvelle production industrielle, on peut réinvestir dans des avions, mais aussi maintenant on voit des hélicoptères qui embarquent des charges plus lourdes qui peuvent permettre d'être beaucoup plus présents plus vite. Un incendie, on a un quart d'heure pour essayer de le circonscrire. Et sinon, ça devient un incendie qui peut s'étendre. Donc le fait d'avoir des bons outils, c'est essentiel et c'est grâce à l'Union européenne. Malin Björk, dans votre pays, la Suède, en 2018, 25 000 hectares de forêt sont partis en fumée. Il y a une grande opération européenne de protection civile, la plus grande jamais menée, avec des appoints du Danemark, de la Finlande, de la France, de la Norvège, de l'Allemagne et de la Pologne.
Et puis surtout, c'était vraiment la première fois qu'on pensait qu'un pays nordique tout entier pouvait flamber, non? Oui, en fait, avant, dans les pays nordiques, on n'a pas connu ça comme ça. Et je pense que maintenant, les gens se rendent vraiment compte des effets des changements climatiques parce que c'est la combinaison de la température, beaucoup plus haute, beaucoup plus soutenue, et la manque de pluie, donc la sécheresse. Et ça, ensemble, fait que en Suède, maintenant, il y a des périodes où on doit arrêter tous les travaux avec des machines dans les forêts parce que tu peux avoir une petite étincelle et hop, ça part en feu. Ah, c'est une des grosses ressources en plus, la foresterie. Voilà, justement. donc en fait, je pense que nous, on suit de très près ce qui se passe au niveau des développements des ressources. Comment on peut renforcer ça, mais il faut peut-être se pousser un peu plus loin dans la réflexion et prévenir ça. On va en parler, mais en 2018, racontez-nous un peu comment l'Europe, le reste de l'Union européenne, est venu au chevet de la Suède qui brûlait. Oui, il y avait des pompiers, il y avait du matériel, il y avait du savoir-faire qui sont venus. Et donc, finalement, je veux dire, ça a été une catastrophe quand même. Mais on a pu un peu limiter. Et je pense qu'effectivement, il y a un savoir-faire dans d'autres pays que nous, on n'avait pas développé en Suède avant. Mais comme j'ai dit, je pense que c'est un peu triste de voir que quelques années par après, il manque quand même la volonté politique de un peu s'adresser aux problèmes de base, quoi. Monsieur Guélès, comment se décide l'urgence des interventions et la répartition s'il y a plusieurs fronts du feu? Par exemple, si la Grèce, l'Italie, le Portugal brûlent en même temps, comment on décide d'envoyer tel hélicoptère, tel avion? Est-ce que là, il ne va pas y avoir des conflits Tout à fait. Et c'est précisément l'exemple dont vous parlez avant, les moments où il y a une concurrence pour les capacités existantes. C'est pour ça que la Commission, l'Union européenne, a voulu doubler la flotte des... Oui, mais 28 pour l'ensemble de l'Union européenne, ça ne paraît pas beaucoup. Travailler sur ça. La cellule dont je vous parlais avant, qui est une cellule d'experts, elle va coordonner, elle va analyser la situation en Europe, elle va alerter, elle va aussi coordonner la mobilisation de ces ressources en dépendant de la gravité par un apport européen, niveau européen. Par rapport à cette gravité, on va déployer des ressources qui sont en proximité, des ressources qui sont disponibles. On va devoir aussi démobiliser des ressources pour adresser une urgence plus grave. Parce que les incendies ne connaissent pas de frontières et les fumées d'incendie non plus. L'or bleu des pompiers, c'est d'ailleurs l'eau. Est-ce qu'il faudrait penser à une politique européenne de restriction locale, européenne de l'eau? Alors, si on parle spécifiquement du risque incendie, mon avis, c'est que d'abord, nous devons avoir une politique européenne de prévention et de sensibilisation aux risques. 90% des risques sont dus à la négligence humaine. Par exemple, en ce moment, il y a tout un tas de personnes qui veulent faire des barbecues dans ma région. Un barbecue en ce moment en Occitanie, c'est une amende de 150 € parce que c'est la première étincelle qui crée le risque. Donc il y a tout un travail préparatoire essentiel de formation au risque. Après, l'eau, pour circonscrire les incendies. Donc on a effectivement des unités qui sont mobilisées avec des astreintes. Dans ma région, nous sommes en risque incendie tout au long de l'année, 24-24, 365 jours par an, ce que n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. Donc ils sont toujours présents avec notamment sur les aéroports, des hélicoptères qui sont prêts à partir avec une première tonne d'eau pour essayer d'être présents en 20 minutes. Mais il est sûr et certain qu'en ce moment, dans toute l'Occitanie, et j'étais en Haute-Garonne il n'y a pas longtemps, un des sujets pour les maires, c'était d'avoir des espèces de grosses tonnes d'eau et de les remplir d'eau. Et donc, par exemple, la réutilisation des eaux usées à fin d'utilisation pour les incendies, c'est un bon moyen. Il ne faut pas utiliser de l'eau potable pour éteindre des incendies. Vous parlez de prévention et vous avez commencé à l'aborder, Malin Björk. Alors là, on gère l'urgence, mais est-ce qu'il ne faut pas changer de paradigme, notamment en matière de gestion des forêts, de gestion des terres, pour éviter que les incendies démarrent et se propagent aussi facilement? Ben oui, mais justement, moi j'ai l'impression, quand j'entends ça, 26 avions, 28, être des pompiers ici et là,
c'est bien. Je soutiens cette solidarité. Mais si on n'ose pas s'adresser aux problèmes de base, donc notamment le changement climatique et la biodiversité et la protection de la nature, alors là, je pense que c'est comme avoir des petits sparadraps pour une grande blessure. Et que fait l'Europe là-dessus alors? Et donc justement, je pense que les électeurs et les citoyens de l'Europe, ils voient que l'Europe peut faire quelque chose ici. Parce que c'est véritablement quelque chose qui ne connaissent pas les frontières, comme vous avez dit. Et alors, donc, c'est pas très utile quand il y a le président Macron ou d'autres d'ailleurs, ou la droite ici dans la maison au Parlement européen, qui disent que maintenant, il faut un peu qu'on freine tout le travail sur le climat et la nature et la biodiversité. Alors, ça veut dire qu'on se tire une balle dans le pied. C'est vrai. Par exemple, la loi sur la conservation de la nature qui prévoyait un certain nombre d'espaces protégés et de plus petites parcelles et finalement qui seraient assez pare-feu. Tout cela a été rejeté par d'ailleurs le Parlement européen. Il y aurait un grand vote en juillet. On est en train de revenir un peu en arrière sur cette idée d'urgence climatique et d'urgence aussi à restructurer l'agriculture. Je ne crois pas. C'est-à-dire que la phrase du président Macron, c'était de dire on a le pacte vert, on s'est engagé sur ce pacte vert et on a des livrables et on va aller au bout de ces livrables. C'était aussi une pause environnementale, la phrase du président Macron. Mais le pacte vert, on va au bout du pacte vert et cette pause environnementale, c'est de dire on n'en prend pas en plus et notamment sur le risque incendie, quand on parle de restauration de la nature, les propositions qui ne prenaient pas en compte l'effort qui est de plusieurs siècles, des pays qui ont le risque incendie depuis longtemps, d'avoir des zones tampons là où il y a des habitations, puisque ce sont des négligences humaines qui créent les incendies. Si on crée une zone où les incendies ont du mal à démarrer, eh bien, ça protège les grands feux, contre les grands feux. Et c'est tout ce qui se passe dans le sud de la France avec les bois morts qui sont enlevés sur des zones tampons de 100 mètres. C'est très important que le sud amène tout ce qu'on a fait autour de cette protection du risque incendie qui est essentiel. Je disais juste que moi je pense, et je pense que les citoyens en Europe savent que l'Europe peut véritablement faire une différence sur les questions climatiques et la biodiversité. Et là, on est en train d'entendre des leaders différents et de la droite ici aussi dans la maison, que maintenant ça suffit un petit peu. Il faut freiner ça. Mais au contraire, toute la situation qu'on vit montre qu'il faut faire plus. Et il faut en plus faire en sorte que cette transition soit juste, parce que sinon on n'a pas les citoyens avec nous. Et donc moi je suis dévastée quand on est en train de freiner ce travail. Alors, Monsieur Migueles, est-ce qu'on doit prendre l'habitude de vivre avec ces incendies? Est-ce que finalement on doit se réformer parce que le changement climatique il est en train d'arriver? Je pense qu'on ne doit pas se résigner à ces problèmes et je suis tout à fait d'accord qu'il faut voir ces problèmes avec une ouverture et intégrer différentes politiques. Les feux de forêt sont l'expression d'un problème très complexe avec beaucoup de facteurs et il faut tous s'adresser. Oui. Et du point de vue du mécanisme de la protection civile européenne, qui est là pour protéger les citoyens européens, leurs propriétés et l'environnement aussi, avec d'autres services de l'Union et tous les États membres. Et je pense qu'on peut arriver à réduire d'abord les risques et d'améliorer cette réponse à travers une fédéralisation de ces ressources, de travailler ensemble, on sera plus fort et on sera moins vulnérable. Réduire les risques en utilisant notamment de nouvelles technologies, de nouveaux outils. L'outil de surveillance satellitaire Copernicus, il permet de faire des cartes très précises des risques incendies. Il a été mis en place il y a une dizaine d'années. Est-ce que ça change la donne dans la lutte contre les feux de forêt? Tout à fait. Et on utilise ça pas seulement pour les feux de forêt, mais pour chaque désastre. Et les tremblements de terre, les inondations d'Italie et en Turquie. Et on met un accent très fort sur la science, sur la technologie. On veut être vraiment bien informé, on veut prévenir, on veut être en alerte. Et on veut aussi guider la réponse d'une façon efficace, d'une façon efficiente. Et les outils satellitaires c'est un instrument indispensable. Et aussi parce qu'on peut tracer, pas seulement faire une cartographie du problème, mais aussi des dangers. On peut suivre avec des indices, des risques. On peut orienter les pays membres aussi où les problèmes émergent. Là, en ce moment, on voit que les centres de l'Europe, le nord de l'Europe sont
aussi atteints d'un risque réel des feux de forêt. Irène Tolleré, vous qui êtes d'ailleurs agricultrice, on sait que les agriculteurs ils sont en train de se doter aussi un peu de ces outils de pointe pour surveiller justement ce climat changeant, ces risques d'incendie, ces températures trop fortes. Oui, bien sûr, les agriculteurs dans leur activité ont souvent des petites stations météo, des choses comme ça, mais ils ont surtout accès aux données climatiques qui donnent des informations sur la sécheresse des sols en surface, sur l'ensemble des risques, les pompiers aussi. Ça permet de savoir que c'est à cet endroit-là qu'on a un risque et d'essayer collectivement de le diminuer. Mais encore une fois, je pense vraiment qu'il y a des pays qui vivent avec les risques. Je pense par exemple le Japon. Ils ont tellement de risques que toute la population est au courant de si j'ai une météo qui me dit que j'ai tel risque, alors je ne mets personne en danger. Et nous, je crois que cette révolution-là, on a vraiment besoin de la faire et que l'Union européenne peut accompagner, par exemple, le fait d'avoir une vraie journée de sensibilisation au risque dans notre Union européenne pour que les gens sachent quand il y a un risque incendie fort, je ne prends pas la voiture, je ne fais pas de travail avec quelque chose qui peut créer une étincelle. J'ai toujours une bouteille d'eau dans ma voiture si jamais je fais une étincelle pour pouvoir l'éteindre. Les chiffres sont clairs. Un feu qui est pris dans les 15 premières minutes, il ne dépasse pas 4000 m². À partir de 400 hectares, on commence à avoir des feux qui sont immaîtrisables et des grands feux. Malin Björk, les mots de la fin, est-ce qu'il faut plus de sensibilisation? Moi, je pense que je vais être un peu provocatrice ici. Je pense qu'évidemment, on peut faire des campagnes de sensibilisation, on peut faire des petits machins, des petits dépliants, etc. Mais ce qui compte, on est des législateurs ici, au Parlement européen. On est des co-législateurs avec les États membres. Notre travail, c'est de dire aux citoyens, on a fait telle loi et telle loi qui va protéger et faire une nature et un climat qui ne va pas être aussi vulnérable au feu. C'est ça. Ça brûle au Canada, ça brûle en Suède. On va tous brûler, sauf si on fait des lois qui sont là pour nous protéger dans le long terme. Et pour faire baisser la charge de CO2, vous l'avez très bien expliqué. Merci à vous d'avoir bien illustré ce débat. Merci bien sûr à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Et vous restez sur nos antennes pour la suite des programmes.